Vers 2 heures du matin, le 30 septembre 1979, Kevin Green rentrait à son appartement à Tustin, en Californie, après être allé s'acheter de quoi manger. Bien qu'il ne se fût absenté qu'une demi-heure, ses vêtements avaient été éparpillés partout dans l'appartement. Il trouva Diana, sa femme enceinte, dans leur lit, inconsciente. Elle saignait abondamment. Green appela rapidement la police. Des policiers et des ambulanciers arrivèrent en trombe sur les lieux. Diana était encore en vie, mais dans un état critique. Elle avait été sauvagement battue. Après avoir stabilisé son état, les ambulanciers la conduisirent d'urgence à l'hôpital. Cette femme enceinte d'à peine 20 ans tomba dans le coma. Les techniciens judiciaires commencèrent à fouiller les lieux à la recherche de tout indice que l'assaillant avait pu laisser derrière lui. Il n'y avait aucune empreinte digitale, ni cheveux, ni fibres. Rien ne semblait avoir été volé dans l'appartement. On recueillit du sang et une infime quantité de fluide biologique dans le lit. Comme le seul témoin de cette attaque était dans le coma, les policiers se tournèrent vers Kevin Green pour obtenir des réponses. Ce caporal des Marines déclara aux enquêteurs que Diana et lui avaient reçu des amis plus tôt dans la soirée. Vers 1h30, peu après le départ des invités, Kevin n'avait faim et il sortit chercher de quoi manger. Il y avait de nombreuses fêtes dans le quartier. Kevin oublia de verrouiller la porte. En se rendant à sa voiture, il remarqua un homme de race noire errer sans but dans la rue. Il ne l'avait jamais vu auparavant. Avec toutes les fêtes qui se déroulaient un peu partout, Green n'en fit pas de cas. Quand il rentra chez lui 30 minutes plus tard, il aperçut le même homme monté dans un camion noir. Il n'eut pas vraiment l'occasion de bien voir son visage. Après avoir vu le camion partir, Green entra chez lui. Il croyait que cet inconnu était peut-être impliqué dans l'agression de Diana. Il déclara que son mariage fonctionnait très bien. Personne dans son esprit ne pouvait en vouloir à sa femme au point de lui faire cela. Il ne me venait aucune hypothèse en tête. Je n'avais jamais été l'objet de menaces. On n'avait jamais fait allusion à quelque chose du genre devant moi. Elle n'avait aucun ennemi et moi non plus. Pourquoi cela s'était-il produit et que s'était-il passé exactement? Au laboratoire judiciaire, les techniciens commencèrent à ébaucher des réponses à ces questions. Les fluides biologiques recueillis sur le corps de Diana Green indiquaient qu'elle avait été violée. Mais à cette époque, c'est-à-dire avant le développement des analyses génétiques, les enquêteurs pouvaient difficilement relier ces échantillons à un individu en particulier, même s'ils venaient à disposer d'un suspect. Ce n'était pas le seul obstacle auquel ils étaient confrontés. Même si Diana Green était encore en vie, la détective Barbara Geisler du service des homicides savait bien qu'elle devrait résoudre cette enquête sans son témoignage oculaire. D'après ce que m'ont dit les médecins à l'hôpital, les blessures à son crâne équivalaient à ce qu'elle aurait subi si elle avait fait une chute de 2 étages, tête première. Sa survie tenait du miracle. Et si elle survivait, elle aurait sans doute une importante perte de mémoire. En examinant les détails de l'agression sexuelle de Diana Green, quelque chose sauta immédiatement aux yeux des enquêteurs. Le mode d'opération ressemblait à s'y méprendre à celui de 4 autres viols suivis de meurtres non résolus commis dans Orange County au cours des 9 derniers mois. Dans tous les cas, de jeunes femmes avaient été violées et brutalement battues à mort. De plus, chaque fois, le meurtrier s'était introduit chez ses victimes par des portes non verrouillées. Sur chacune des scènes de crime, aucun objet de valeur ne manquait, ce qui indiquait que le mobile n'était pas le vol. Bien que Diana ait été la seule victime qui fut mariée et aussi la seule survivante, les détectives étaient persuadés que les crimes étaient reliés les uns aux autres. Diana Green avait miraculeusement survécu à l'attaque de ce tueur en série, mais la vie du bébé qu'elle portait ne tenait qu'à un fil. Le lendemain de l'attaque, alors qu'elle était toujours dans le coma, la situation devint critique. Une infirmière est venue vérifier l'état du bébé et écouter les battements de son cœur. Mais elle a été incapable de les percevoir. Il n'y avait plus rien. C'était arrivé tout d'un coup, sans avertissement. Il n'y avait plus rien à faire. Le cœur du bébé s'était arrêté, et quand nous nous en sommes aperçus, il était déjà trop tard. Le tueur en série, surnommé par la presse le Bedroom Basher, le batteur des chambres à coucher, avait pris une autre vie innocente. Et bien que la publicité entourant la mort du fœtus ait suscité une importante réaction au sein de la population, on n'obtint aucune piste intéressante. 8 jours après le viol de Diana Green, les policiers furent appelés à un immeuble à seulement 3 pâtés de maison de chez elle. Il y avait eu un autre homicide. Deborah Kennedy, 24 ans, avait été retrouvée morte par sa colocataire.
Le médecin légiste sur les lieux conclut que la jeune femme avait été violée, puis frappée à mort avec un objet contondant dans son appartement du rez-de-chaussée. Les policiers recueillirent du sperme du meurtrier, mais aucun autre indice sur son identité. On comptait à présent 6 attaques semblables en moins d'1 an. 5 femmes et un fœtus étaient décédés. Les détectives n'avaient aucune piste. Diana sortit de son coma, mais ses blessures au crâne prirent toutefois plus de temps à guérir que prévu. Sans son précieux témoignage, il était difficile d'identifier le meurtrier. 1 mois plus tard, après avoir obtenu son congé de l'hôpital, Diana recouvra enfin la mémoire. Elle avait hâte de parler à la police. Même si elle n'avait pas encore retrouvé la faculté de parler, elle put toutefois communiquer l'identité de son assaillant. Selon elle, la personne responsable de la mort de son bébé n'était pas un inconnu. C'était son mari, Kevin Green. Selon Diana, le soir de l'attaque, Kevin et elle s'étaient disputés âprement. Kevin désirait avoir une relation sexuelle, mais Diana, qui était alors enceinte de 9 mois, avait rejeté ses avances. Frustré, Kevin l'avait alors attaquée et l'avait frappée au front avec son porte-clés avant de la violer. Maintenant, les enquêteurs devaient considérer la possibilité que Kevin soit impliqué dans les 5 autres meurtres non résolus d'Orange County. Ils reconstituèrent ses déplacements de l'année précédente. Ils s'aperçurent rapidement qu'il ne pouvait pas être le bedroom basher. Toutefois, il pouvait avoir maquillé la scène pour que son crime ressemble à ceux du tueur en série. Les termes que nous avons utilisés pour décrire les événements et que nous utilisons encore aujourd'hui, c'était que le mari avait peut-être commis le crime, et je cite, « en le rendant en tout point conforme aux autres crimes du tueur en série », dont on avait abondamment parlé dans tous les médias de la région. Pour confirmer leurs soupçons, les détectives interrogèrent le couple d'amis qui avait passé la soirée en leur compagnie quelques heures avant l'agression. Tous deux parlèrent d'une relation tendue entre Kevin et Diana. Selon eux, peu de temps après que la jeune femme ait appris qu'elle était enceinte, Kevin avait été violent avec elle au cours d'un dîner. Il était convaincu qu'elle se servirait de sa grossesse pour éviter d'avoir des relations sexuelles avec lui. Toujours selon ces mêmes amis, le mariage entre Kevin et Diana n'était pas un mariage heureux. Convaincus qu'ils étaient sur la bonne piste, les enquêteurs convoquèrent Kevin à un interrogatoire. Pour corroborer la déposition de Diana, ils recueillirent le porte-clés qu'il avait vraisemblablement utilisé pour la frapper. Une analyse révéla plus tard qu'il n'y avait aucune trace de sang. Kevin ne put toutefois expliquer pourquoi sa femme croyait avoir été battue par lui. Il affirma à nouveau qu'il n'avait aucun lien avec cette agression, en ajoutant qu'il était alors à l'autre bout de la ville, occupé à s'acheter un repas. Pour le lieutenant Bill Fisher de la police de Tustin, l'alibi du suspect était louche. Un des éléments qui clochait, c'était qu'il était allé à un restaurant identique à celui qui se trouvait en face de chez lui. Les 2 succursales étaient ouvertes 24 heures par jour et avaient un service à l'auto. Pourquoi aurait-il choisi de passer devant le restaurant le plus près de chez lui pour se rendre dans un autre quartier? Le 30 novembre 1980, le caporal des Marines fut mis en état d'arrestation. Il continua à déclarer qu'il était innocent. Il était persuadé que le vrai coupable était l'inconnu qu'il avait aperçu la nuit de l'attaque. Les policiers ne partageaient pas sa conviction. Ils m'ont arrêté et jeté en prison pour meurtre au 1er degré, tentative d'un second meurtre, en plus d'un assaut avec objet dangereux ayant causé des blessures graves. On a fixé ma caution à $250 000. Le monde entier pouvait lire à la une « Marine arrêté pour avoir battu sa femme et tué sa fillette ». Les avocats de la défense de Kevin Green, lors de son procès, s'étaient bien préparés, mais le témoignage émotionnel de Diana gagna la faveur du jury. Green fut déclaré coupable de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui et condamné à l'emprisonnement à vie. Même s'il en fit la demande à plusieurs reprises, on refusa de renverser ce verdict. 15 ans plus tard, il avait épuisé toutes ses chances d'aller en appel. Comme il déclarait n'avoir jamais commis les crimes et que par conséquent il ne montrait aucun remords, on lui refusa la liberté conditionnelle en 1988, 91, 93 et 95. Il devait se résigner à l'idée de mourir en prison, même s'il se savait innocent. Après 15 ans d'incarcération pour le viol de sa femme enceinte et le meurtre du bébé qu'elle portait, Kevin Green continuait de proclamer son innocence. Maintenant que toutes ses tentatives d'appel étaient épuisées, il ne lui restait plus qu'un seul espoir,
que le tueur en série surnommé le Bedroom Basher, le vrai coupable selon lui, soit capturé un jour. À l'été 1995, le détective Tom Tarpley de Tustin apprit l'existence d'une nouvelle base de données génétiques qui pouvait peut-être donner un nouveau souffle à l'enquête. On nous a informé qu'une nouvelle base de données, gérée par l'État de la Californie, nous permettait de comparer les profils génétiques de tous les criminels reconnus, comme les prisonniers et les individus condamnés pour avoir commis des crimes graves, à celui que nous avions obtenu sur la scène d'un crime non élucidé. En termes plus simples, on pouvait comparer le profil génétique d'un suspect dans une affaire non résolue à celui d'un criminel reconnu. Le détective Tarpley demanda à ce qu'on lui remette tous les dossiers des meurtres en série non résolus qui pouvaient contenir des preuves génétiques. Le lieutenant Bill Fisher, qui avait également travaillé sur l'affaire Kevin Green, avait un tel cas en main. Il remit à Tarpley le dossier de Deborah Kennedy, 24 ans, qui avait été frappée à mort quelques jours seulement après l'attaque de Diana Green. Pour faire avancer le dossier de l'enquête entourant le Bedroom Basher, les détectives acheminèrent les échantillons recueillis au laboratoire judiciaire d'Orange County pour analyse. 16 ans s'étaient écoulés depuis la cueillette de cet indice. L'expert Frank Fitzpatrick doutait de pouvoir tirer quelque chose de ce vieil échantillon après tout ce temps. Notre problème, c'est que la boîte contenant les échantillons de sperme n'avait pas été réfrigérée ni congelée. Nous n'avions pas la moindre idée de l'état dans lequel se trouverait l'indice biologique. Les techniciens eurent de la chance. Il restait encore une infime partie de matière génétique sur un morceau du drap de Deborah Kennedy. Grâce à la technique de polymérisation, ils en firent plusieurs copies pour obtenir assez de matière à analyser. Le résultat, le profil génétique du meurtrier de Deborah Kennedy. Lorsque les enquêteurs introduisirent ce profil dans la base de données, l'ordinateur trouva son propriétaire. C'était l'ADN d'un homme emprisonné pour un viol. Les enquêteurs allèrent en prison interroger Gerald Parker, 40 ans, qu'on croyait impliqué dans l'affaire du Bedroom Basher. Bien qu'il fût évasif, Parker ne contredit pas le fait qu'on l'accusait du meurtre de Kennedy. Il n'a pas dit clairement « j'ai fait ça », mais il ne s'est pas défendu de ne pas l'avoir fait non plus. Parfois, c'est aussi valable qu'un aveu. À cette étape, c'était un peu comme le jeu du chat et de la souris. Devant l'insistance des enquêteurs, Parker finit par admettre avoir tué Deborah Kennedy. Cet ex-marine déclara aussi vouloir parler d'une autre affaire. Il avoua qu'il avait violé Diana Green en 1979. Son mari, Kevin Green, était donc innocent. Selon lui, le 30 septembre 1979, il s'était introduit dans l'appartement de Green quand il l'avait vue partir en voiture. À l'aide d'un madrier, il frappa Diana pendant qu'elle dormait. Puis il la viola et quitta furtivement l'appartement. Les policiers ne pouvaient pas s'expliquer le faux témoignage de Diana. Maintenant, ils devaient envisager la possibilité que Kevin Green fût innocent, comme il l'affirmait depuis le début. Nous étions confrontés à un grave dilemme. Cet homme était en prison depuis plusieurs années pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il était maintenant de notre devoir de démontrer que Parker était bien le meurtrier. C'est là que l'aspect humain entrait en ligne de compte. Nous devions obtenir des informations de cet homme pour remettre Kevin Green en liberté s'il n'était pas le coupable. La meilleure façon de procéder consistait à analyser les preuves matérielles. Les échantillons biologiques recueillis suite à l'attaque de Diana Green furent envoyés au labo, accompagnés des échantillons de tous les cas imputés au Bedroom Basher. Au laboratoire judiciaire d'Orange County, les experts obtinrent le profil génétique de tous les échantillons. Ils provenaient tous, sans exception, de Gerald Parker. On transmit le résultat de cette découverte aux enquêteurs. Nous disposions désormais de preuves matérielles solides, de même que des aveux de Gerald Parker que c'était bien lui qui avait violé Diana Green. Avec ce doute raisonnable, la condamnation de Kevin Green ne tenait plus la route. Nous devions entamer le processus pour le libérer. Le 20 juin 1996, après 17 ans d'incarcération, Kevin Green fut enfin remis en liberté. Après que les détectives l'eurent reconduit à l'aéroport, Green fit ses premiers coups de téléphone en tant qu'homme libre. J'ai appelé mon père pour lui dire « Devine où je suis ». Il a toujours pensé que j'allais tenter de m'évader de prison. Il m'a alors dit « Eh bien, je sais où tu devrais te trouver ».
Je lui ai répondu que j'étais à l'aéroport de Salinas et qu'on me raccompagnait à Orange County pour me libérer. Je rentre à la maison, lui ai-je dit. Pendant un moment, ça a été le silence complet. Puis il m'a demandé si j'avais des menottes. Je lui ai répondu non. C'est là qu'il m'a cru. Pour lui, un meurtrier jugé coupable ne pouvait pas quitter la prison sans menottes, à moins d'avoir été remis en liberté. En 1988, Gerald Parker a comparu devant les tribunaux. On l'a déclaré coupable du viol de Diana Green et du meurtre de son bébé à naître. Il a également été jugé coupable du meurtre de 5 autres femmes. Sa peine, la condamnation à mort. La banque de données génétiques est à mon avis la meilleure chose qui soit arrivée à notre système judiciaire. Non seulement elle nous permet de faire condamner des individus ayant commis des crimes graves comme des viols et des meurtres, mais elle nous permet aussi de redonner la liberté à des innocents comme Kevin Green. Kevin Green est retourné vivre dans sa ville natale du Midwest. Bien qu'il se soit remarié depuis et qu'il ait recommencé à vivre une vie normale, rien ne pourra effacer cette éprouvante expérience de sa mémoire. Cette expérience, comme toute expérience dans la vie, m'a changé. Le temps a passé et j'ai changé sous plusieurs aspects. J'ai pris de la maturité. Je me suis donné une bonne formation. J'ai appris à lire bien mieux qu'avant. J'avais obtenu mon diplôme d'études secondaires par la peau des dents. J'ai obtenu mon diplôme au collège de la prison avec une moyenne de A. Ce n'était donc pas que je manquais d'intelligence, c'était plutôt que j'étais incapable de me concentrer. Je crois que je comprends mieux la vie. Je suis prêt à accepter beaucoup de choses, mieux que beaucoup de gens autour de moi, parce que j'ai le sentiment que Dieu a un plan pour chacun de nous. L'expérience d'innocents comme Kirk Blodsworth et Kevin Green n'est pas passée inaperçue. Le 11 février 2000, le sénateur Patrick Leahy du Vermont, également président du comité judiciaire du Sénat, a fait adopter une nouvelle loi pour s'assurer que plus jamais des innocents soient condamnés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. La responsabilité de mettre quelqu'un derrière les barreaux pour le restant de ses jours ou de le condamner à mort est énorme. On doit être absolument certain de condamner le vrai coupable. En ce moment, notre système judiciaire n'est pas à toute épreuve. De nombreux innocents sont condamnés. Ça ne devrait pas être le cas. Il est assez facile d'apporter des correctifs et il est plus que temps de le faire. Les enquêteurs affectés aux homicides doivent souvent se baser sur des preuves indirectes pour obtenir gain de cause. Mais parfois, les apparences sont trompeuses. Grâce aux sciences de la criminalistique, on peut maintenant rendre justice à d'honnêtes personnes injustement accusées en mettant au grand jour des preuves de leur innocence.